En préambule à cette soirée amicale sur l'édition critique du Serment, la soirée sera animée par Alessia Guardasole et Antonio Ricciardetto, qui ont été les réviseurs officiels. Vous savez que dans une édition de la collection des universités de France, le plus important, ce n'est pas l'auteur, mais ce sont les réviseurs. Car si l'ouvrage n'est pas révisé, l'auteur ne peut pas publier. Donc la soirée sera animée par Alessia Guardasole et Antonio Ricciardetto, qui ont été des réviseurs officiels et puis qui aussi m'ont apporté beaucoup d'aide pour ce qu'il y a de plus difficile lorsque l'on entreprend une édition, c'est d'obtenir les témoignages, donc les manuscrits. Et je suis ravi de dire que cette soirée est équilibrée, parce qu'il y a non seulement les philologues, mais à ma droite, le professeur Jean Deleuze. Je ne suis pas professeur. Vous n'êtes pas professeur, vous êtes quoi? Docteur. Ah, parce que vraiment, en France, quand on était docteur, enfin à l'université, quand on était docteur, on était nécessairement professeur. Alors, le professeur Jean Deleuze, je vous appelle comme ça, médecin à l'hôpital Cochin-Tarnier, et vous n'allez pas me contredire là, c'est rédacteur en chef de la revue du praticien. C'est bien. Bon. A bien voulu participer à cette petite soirée, et je trouve que c'est très bien, parce que les philologues peuvent faire des éditions critiques, et j'espère qu'ils sont sérieuses, mais ces éditions critiques doivent aussi servir aux médecins et avoir le regard, pourquoi pas critique du médecin. Bon. Je voudrais très chaleureusement les remercier, et remercier aussi les belles lettres dirigées par Caroline Noireau, qui veille tous les mardis avec le directeur de la collection des universités de France série Y à la bonne marche de cette collection, je dis bien série Y, qui publie chaque année 8 nouvelles éditions critiques par an. Et je pense qu'il n'y a pas, Caroline, au monde d'éditions, de collections qui donnent des éditions nouvelles, critiques. 8 par an, c'est quand même un beau record. Mais c'est un record qui vient aussi du fait que l'activité, la collaboration entre le directeur de cette série et la directrice des belles lettres est vraiment, j'allais dire, très agréable et très productif. Alors voilà, donc une belle collection maintenant qui, c'est le centenaire aussi, c'est le centenaire de, alors pas encore des belles lettres, il faut attendre un an, mais c'est le centenaire de l'association Guillaume Budet. Voilà, et alors on a été un peu en retard, parce qu'en réalité on aurait dû faire le centenaire il y a un an. Mais en tous les cas, je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui pourrait faire partie du centenaire. Alors, la présente édition du Serment, alors, parce que je vais vous donner la parole, mais je crois que j'ai des indications très précises à donner, et vous les aviez pas celles-là. Parce que si je vous demandais quel est le rang de cette édition... 542. Ah, il est formidable.
542e volume de la série grecque. Alors, le 500e, qu'est-ce que c'était? Le pronostic. Le pronostic était 500e et nous sommes déjà à 542, c'est extraordinaire. Hein. Alors, mais pour Hippocrate, c'est quel volume? Combien de volumes? Le 15e. Ah, moi j'avais compté 16. Ah, 16e peut-être. Voilà, il a oublié les problèmes hippocratiques. Alors, c'est le 16e volume de l'Hippocrate. Et c'est le tome 1, deuxième partie. C'est-à-dire qu'il manque la première partie. Alors, vous voyez ce qu'il reste à faire. Et en 2017, ont paru 2 volumes sur Hippocrate. Le tome 12, quatrième partie par Florence Bourbon sur les écrits gynécologiques. Et ce que vous aviez oublié, c'est le tome 16, Problèmes hippocratiques, que nous avons publié à Alessia et moi-même. Je laisse maintenant la parole à Alessia et à Anthony. Merci beaucoup. Alors, comme c'est à moi que revient le plaisir d'introduire aussi la discussion, je tiens à dire que c'est un grand honneur et un plaisir d'ouvrir cette soirée consacrée au célèbre serment d'Hippocrate ainsi qu'au serment chrétien et à la loi, édité par le non moins célèbre directeur de la collection des universités de France, M. Jacques Joannin, qui, pour ceux qui ne sont peut-être pas du milieu, est membre de l'Institut et professeur émérite de littérature et civilisation grecque de Sorbonne Université. Alors, ce volume est de plus de 500 pages, est le 16e donc, volume des œuvres d'Hippocrate de la collection des universités de France, où, je crois, il était très attendu, hein, c'est ce que tu me confirmes. Il a la publication des œuvres complètes d'Hippocrate dans cette prestigieuse collection A pour maître d'œuvre M. Joannin, qui lui-même est l'éditeur, parfois en collaboration, de 10 volumes d'Hippocrate dans cette collection. Ah, j'avais pas compté ça. Alors, on peut le dire, le serment est sans aucun doute l'écrit hippocratique et même l'écrit médical antique le plus célèbre, parce qu'il est resté, malgré les progrès de la science du vivant, le modèle de référence le plus ancien de l'éthique médicale en Occident. Cette célébrité s'est perpétuée dans le monde médical moderne et on va pouvoir en discuter avec monsieur le docteur Deleuze, rédacteur en chef de la revue du Pratricien, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Donc elle s'est perpétuée dans la tradition médicale moderne sous la forme d'une tradition rituelle qui consiste à faire prêter au futur médecin, au moment où il soutient sa thèse, un serment qui s'inspire de celui d'Hippocrate. Alors avant de présenter toutes les nouveautés de cette édition tant attendue, nous voudrions, Alessia et moi, vous lire le serment d'Hippocrate et en parallèle celui qui est prononcé actuellement par les médecins qui vont entrer dans la carrière de praticien, afin que vous puissiez non seulement le découvrir ou le redécouvrir, mais aussi mesurer l'écart qui existe entre le serment antique tel qu'on peut le reconstituer à partir de l'examen de l'ensemble de la tradition manuscrite médiévale et aussi les papyrus, et celui qui passe pour être le serment d'Hippocrate, et qu'on peut lire par exemple sur un site comme celui du Conseil national de l'ordre des médecins. Je jure par Apollon médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée, et par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin, d'exécuter, selon ma capacité et mon jugement, ce serment et ce contrat. Dans la version moderne, au moment d'être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois, de l'honneur et de la probité. Je jure de considérer d'abord mon maître un cétare à l'égal de mes propres parents, de mettre à sa disposition des subsides et, s'il est dans le besoin, de lui transmettre une part de mes biens, de considérer sa descendance mâle à l'égal de mes frères et de leur enseigner cet art s'ils désirent l'apprendre, sans salaire ni contrat, de transmettre les préceptes, les leçons orales et tout le reste de l'enseignement à mes fils et à ceux de mon maître, et aux disciples liés par un contrat et un serment, suivant la loi médicale et à nul autre. J'utiliserai tout le régime pour l'utilité des malades, selon ma capacité et mon jugement. Mais si c'est pour leur perte ou une injustice à leur égard, je jure d'y faire obstacle selon ma conscience.
Je ne remettrai à personne une drogue mortelle, ni si on me le demande, ni ne prendrai l'initiative d'une telle suggestion. De même, je ne remettrai pas non plus aux femmes un PCR abortif. C'est dans la pureté et la piété que je passerai ma vie et exercerai mon art. Je n'assisterai pas non plus les malades atteints de lithiase, mais je laisserai cela aux hommes spécialistes de cette intervention. Dans la version moderne, mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons, de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Dans toutes les maisons où je dois entrer, je pénétrerai pour l'utilité des malades, me tenant à l'écart de toute injustice volontaire, de tout acte corrupteur en général, et en particulier des relations sexuelles avec les femmes ou les hommes, libres ou esclaves. Tout ce que je verrai ou entendrai au cours du traitement, ou même en dehors du traitement, concernant la vie des gens, si cela ne doit jamais être répété au dehors, je le tairai, considérant que de telles choses sont secrètes. La version moderne. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu ou reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. Eh bien donc, si j'exécute ce serment et ne l'enfreins pas, qu'il me soit donné de jouir de ma vie et de mon art, honoré de tous les hommes pour l'éternité. En revanche, si je le transgresse et me parjure, que ce soit le contraire de cela. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois déshonoré ou déshonoré, et méprisé ou méprisé si j'y manque. Ce serment, qui va occuper dès la Renaissance la première place en tête des œuvres d'Hippocrate, et c'était également le cas ici dans la collection des universités de France, où il ne sera précédé, vous l'avez dit, que par un tome qui est celui de l'introduction générale. Et avec le presbytique. Et avec le presbyticos, parce que nous ne pouvons pas maintenant, dans la collection des universités de France, faire un volume d'introduction qui n'est pas de texte grec. Donc le serment ne viendra pas en première position. Ce qui viendra en première position, c'est donc les écrits biographiques. Voilà. Relatif à Hippocrate. Donc ce serment se structure de la manière suivante, en 3 parties. On a d'abord une petite introduction avec la prise, avec les témoins, ce sont les divinités. Ensuite, on a un corps du serment avec l'énumération positive et négative des devoirs éthiques que le futur médecin devra respecter. Et c'est cette partie éthique qui va faire le succès du serment déjà dans l'Antiquité, dès le 1er siècle de notre ère. C'est à partir du 1er siècle de notre ère qu'on trouve des témoignages sur le serment, et les auteurs antiques vont insister sur ces aspects éthiques. Alors, les aspects éthiques qu'ont retenus les anciens ne sont pas nécessairement ceux qui retiendront l'attention des modernes. Donc en particulier le secret médical qui a retenu beaucoup l'attention des modernes a moins retenu l'attention des anciens. Et enfin, on pourrait peut-être dire à ce moment-là oui,
que dans l'édition, j'ai tenu à mettre au départ de l'édition du Serment tous les témoignages dont vous parlez. Et je crois que c'est absolument nécessaire de commencer par mettre tous les témoignages en ordre chronologique, depuis le 1er siècle, depuis le Scribonius Largus, et pour le latin, Hérotien pour le grec, et jusqu'aux traductions arabes. Voilà. Et comme vous étiez en train de le dire, quand on regarde ces témoignages-là, il est très curieux de voir que toute la première partie du serment sur les relations entre l'impétrant et le médecin, le disciple et le médecin, toutes ces relations-là ne sont pas commentées. Les commentaires commencent seulement avec la partie du serment qui concerne l'éthique. Et ce que vous dites est tout à fait juste, c'est que le secret médical, qui est finalement le plus important, et qu'on ne peut pas changer, et qu'on n'a pas l'intention de changer, finalement était moins remarqué par les anciens que maintenant. Et enfin, il y a une partie conclusive où on expose ce qu'il adviendra de bon pour le médecin s'il respecte ce serment, et le contraire pour celui qui ne le respectera pas. Alors, de ce texte célèbre, il n'y avait plus eu d'édition d'édition critique dans une grande collection depuis le début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, il y a eu deux éditions, une par Jones, Britannic Jones, l'autre en Allemagne par Heiberg. Alors elles sont parues à quelques années d'écart, en 1923 puis 24 et en 1927. Celle de Jones a eu une destinée un peu particulière parce que la première édition, qui est une édition qui est assez mauvaise, qui ne respecte pas en réalité les principes élémentaires d'une édition, et c'est la seule qui est restée dans la circulation, disponible jusqu'à l'édition actuelle. En revanche, il y a eu une réédition par Jones de l'Hippocrate, du serment d'Hippocrate, en 1924, donc l'année suivante, dans un petit livre qui est resté absolument oublié. Et donc que l'édition de M. Joanna remet à l'honneur. Oublié jusqu'en 96. Oublié jusqu'en 96 par les philologues, mais qui n'était pas oublié dans les pays de langue anglaise. Les historiens de la médecine de langue anglaise ont continué à se servir de cette petite édition. Alors là, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est que le Heiberg, dans la grande édition de 1927, qui est l'autre édition, Jones, c'est un Anglais, bon. Et il a fait en 1923, il a commencé la collection hippocratique dans l'édition Loeb ou Loeb, comme vous voulez. Et alors, comme c'était le début, il s'est appuyé sur les éditions précédentes pour donner son texte et n'a pas collationné les manuscrits. Or, comme cette édition est dans la grande collection de Loeb, c'est toujours cette édition-là qui est dans le commerce. Et en 1927, Heiberg, dans le Corpus Medicorum Graecorum, a fait pour la première fois, première édition d'Hippocrate dans la collection du Corpus Medicorum Graecorum.
il ne connaissait pas le deuxième travail fait par Jones, que l'on appelle Jones 2, hein, qui est cette petite plaquette. J'aurais dû l'apporter. C'est une plaquette très mince qui finalement s'est intéressée au serment, et uniquement au serment, mais donc vous allez en parler, mais qui était une petite merveille. Et cette petite merveille n'a pas été connue de Heiberg en 1927. Alors, comme Corpus Medicorum Graecorum, c'est la référence, eh bien, Jones 2 a été enterré pendant de longues années, et maintenant, on ressuscite ce Jones 2, mais à vous de continuer sur ce que vous dites. Donc oui, on le ressuscite parce que non seulement il a tenu compte, mais ça Alessia en parlera un petit peu je crois plus tard, de certains témoignages manuscrits qui n'étaient pas pris en compte, n'ont pas été pris en compte à la fin du XXe siècle ensuite, et puis parce qu'il s'est intéressé également à la tradition arabe du serment d'Hippocrate, et là aussi il a utilisé du matériel qui est resté oublié. Alors on pourrait se demander ce qu'il restait à faire après ces deux grandes éditions dans deux grandes collections. Alors c'est ce qu'on va un peu essayer de dégager maintenant. Oui. Il y a plusieurs moyens il y a des découvertes et des nouveautés sur plusieurs aspects. Le premier sur lequel j'aimerais particulièrement me concentrer, c'est la recherche du contexte originel dans lequel le serment a été créé. Alessia, elle, ira à la recherche du texte originel, du moins du texte littéraire originel, car le serment, au départ, n'était pas un texte littéraire, mais était un document. Il faut commencer par dire que dès l'Antiquité, le serment a toujours été attribué à Hippocrate. Dans l'Antiquité, il n'y a pas eu de mise en doute. Né à Cos, Hippocrate appartenait à la famille des Asclépiades, une famille qui prétendait descendre d'Asclépios par l'intermédiaire d'un de ses deux fils, Podalyre, qui, après la guerre de Troie, et c'était des médecins célèbres dans l'expédition des Achéens à Troie, après la guerre de Troie, ont échoué sur la côte d'Asie mineure, à Smyrne, où ils se sont installés. Alors, la descendance de cette famille a perpétué la tradition médicale, et cette descendance s'est divisée en trois branches. Il y a eu une branche qui est restée sur le continent mais qui s'est un peu déplacée à Cnide, une autre branche à Cos, celle dont provient Hippocrate, et une troisième branche qui était déjà éteinte à l'époque classique, c'est la branche de Rhodes. Alors, ces trois branches perpétuèrent la tradition médicale, l'enseignement s'est transmis de père en fils. Mais à l'époque, au moment où Hippocrate exerçait, et grâce à son talent personnel, la branche de Cos s'est développée, a connu une célébrité. Donc Hippocrate a formé à la médecine non seulement ses propres enfants, de ses deux fils, et peut-être aussi d'autres membres de sa famille, mais il a ouvert l'enseignement médical, moyennant salaire, à des disciples extérieurs à la famille. Et on en a sur cette ouverture des témoignages très anciens, notamment un témoignage de Platon, qui parle de cette ouverture à des membres étrangers. Plus exactement, c'est dans le Protagoras. Dans le Protagoras. Dans le Protagoras de Platon. Alors, il dit très bien Hippocrate de la famille des Asclépiades et donc, de Cos. Mais il ne parle pas d'une ouverture de la famille à des étrangers. Il dit simplement que Hippocrate enseignait la médecine en ayant un salaire. Voilà ce qu'il dit, lui. Et évidemment, on peut interpréter les choses en mettant en rapport
ce que Platon nous dit dans Protagoras avec ce que Galien nous dit de façon beaucoup plus précise sur les grandes familles des trois branches dont vous parlez. C'est des renseignements qui sont donnés par Galien, et avec l'enseignement dès l'enfance, ce qui est important, et puis qu'il y a eu une ouverture. Il parle de l'ouverture de la famille. Alors, quels sont les témoignages dont il disposait? C'est difficile à dire, mais en tous les cas, les choses sont extrêmement précises et extrêmement claires. Et à l'époque d'Hippocrate, la branche des Asclépiades, il n'y en avait plus que deux. Il y en avait une qui était qui avait déjà disparu. Alors, pourquoi a-t-elle disparu? C'est difficile à dire, mais c'est là qu'on sent peut-être un moment de crise, un moment de crise où ces grandes familles médicales ne pouvaient pas continuer parce qu'il n'y avait pas un recrutement suffisant, et donc ils ont dû nécessairement s'ouvrir. C'est comme ça qu'on peut expliquer les choses. En tous les cas, c'est une explication que j'allais dire traditionnelle, que l'on retrouvera aussi tout à fait dans la tradition arabe. Et alors, cette explication-là, elle a été mise en cause, non? Elle a été mise en cause par des modernes, en particulier Dolstein, qui ont vu le serment comme émanant d'un contexte pythagoricien. Oui. Et alors, curieusement, il n'y avait véritablement aucun témoignage pour dire que le serment pouvait sortir d'un milieu pythagoricien. Eh bien, néanmoins, cette thèse d'Edelstein a été la grande thèse qui a été reprise, qui est encore reprise par des historiens américains, alors que tous les témoignages nous emmènent vers les grandes familles médicales des Asclépiades. Alors on peut réfléchir sur ça et se demander comment est-il possible que, alors qu'on avait une voie qui paraît relativement évidente, comment cela a été remplacé par une théorie qui est certes séduisante, mais qui ne repose sur aucun témoignage ancien. Alors on peut réfléchir là-dessus. Mais je dois dire que de ce point de vue-là, je ne sais pas quelle sera la réception de l'édition. Parce que cette voie des Asclépiades, qui me paraît être la voie évidente, et qui était aussi considérée par Littré comme la voie évidente, eh bien cette voie a été abandonnée au cours du XXe siècle, à partir des années 40, et vous savez qu'il y a eu, à partir des années 72, de grandes discussions sur l'existence d'écoles médicales. On a dit mais non, ça a été créé par les érudits du XIXe siècle qui ont interprété la médecine ancienne avec les écoles modernes, telles qu'elles étaient à l'époque de Littré. Voilà. Alors il y a une déconstruction tout à fait extraordinaire, mais pas seulement pour les études hippocratiques, il y a eu d'autres déconstructions. Parce que, et puis alors maintenant, on n'avait plus le droit de parler des écoles de Cos et de Cnide, ça n'existait plus. La collection hippocratique
Ce sont des traités, voilà, et pas plus. Alors je pense qu'on va quand même revenir à la sagesse, mais je ne suis pas sûr encore qu'on puisse y revenir. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, il y a également un autre qui est tout à fait lié à cela et sur lequel je suis curieux de voir la réception qu'on lui donnera. C'est avec la théorie des Asclépiades et l'ouverture de ces Asclépiades à des membres extérieurs, la mise en place d'un serment. Et plus exactement, en réalité, le titre du serment hippocratique est uniquement serment, orkos. Mais dès le premier paragraphe, on a l'indication qu'il s'agit en réalité d'un syngraphé kai orkos, donc d'un serment, d'un contrat et d'un serment. En réalité, il s'agissait d'un contrat qui était régi par un serment. Alors, pour pouvoir donc expliquer l'émergence de ce serment, il faut utiliser la voie juridique, la voie du droit. Dès la première phrase, celui qui jure au Dieu promet de réaliser non seulement le serment qu'il prononce, mais aussi le contrat, le syngraphé, qui est écrit et qu'il avait devant les yeux. Oui, alors, c'est vraiment aussi un point extrêmement important. Et Antonio, lui, est sensible à ce point-là parce que c'est un papyrologue. Il y a d'autres. Il a raison. Comment? Alors, est-ce que... Je pense qu'il a... Enfin, mais... Non, c'est vrai que quand on regarde le texte, ça nous fait penser à des documents de la pratique juridique. Oui. Ce qu'il y a, c'est que ce serment, à un certain moment, a perdu, parce que toutes les contingences documentaires, tout ce qui concernait le lieu de l'apprentissage, les conditions, les sommes monétaires, notamment à donner aux praticiens, ont disparu parce qu'elles n'étaient plus d'actualité, on les a supprimées. Et ce qu'on a gardé, c'est uniquement le serment. Donc on a enlevé la partie contrat, en fait, pour ne conserver que le serment. Alors, moi je suis philologue, mais, Oui. Mais j'ai toujours considéré que le mot syngraphé était très important. Et que c'était le fondement même. Parce que quand un serment, pourquoi un serment? Mais les serments étaient dans la vie quotidienne, ils étaient dans la vie politique, dans les guerres. Quel était le rôle du serment? Mais c'était d'assurer quelque chose. Mais ce quelque chose, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat. Il y avait un contrat à faire. Et puis, pour avoir une assurance que ce contrat serait réalisé, eh bien, il y avait un serment. Alors là, dans le texte grec, il est dit orkon tonde kai syngraphen tende. Alors je crois que ceux qui ont fait, les hellénistes qui ont fait du théâtre, savent très bien ce que ça veut dire. Le orkon tonde, c'est le serment que voici, et syngraphen tende, c'est le contrat que voici. Autrement dit, celui qui jurait, il jurait en présence du contrat. Et c'était un contrat particulier. Alors, à mon sens, un contrat particulier, puis qui était un contrat non seulement sur la propriété intellectuelle de l'enseignement, mais qui était aussi sur et pas seulement le salaire du maître, mais ça allait plus loin, puisque qu'est-ce qui est dit dans ce serment de ce point de vue-là? Qu'est-ce qu'il est dit? Et s'il est dans le besoin, si le maître est dans le besoin,
de lui transmettre une part de mes biens. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Alors comment voulez-vous que on puisse prendre le serment comme ça en l'air, on fait un serment comme on le fait maintenant, hein, comme les médecins le font maintenant, et alors il y avait un contrat, et un contrat qui évidemment dépendait de chacun des disciples. C'était jamais le même contrat, mais le serment pouvait être le même, mais il y avait un contrat particulier à chacun des disciples en fonction de son patrimoine, du patrimoine des parents. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que celui qui jurait, là, le disciple, il avait quel âge? C'était un jeune homme, puisqu'il fallait apprendre la médecine dès l'enfance. Alors, il y avait non seulement lui jurait, mais par derrière, il y avait quand même la famille, et sa famille, qui était obligée d'exécuter le contrat. Alors, voilà comment pouvait se passer la chose, et vous imaginez bien que c'était quelque chose d'extrêmement important pour une famille. Ça ne devait pas être non plus, la sélection ne devait pas être évidente aussi. Alors, voilà, donc ce sont des questions importantes, concrètes, mais qu'on est obligé de recréer à partir du texte même du serment. Alors si ici on a perdu les contingences documentaires, tout ce qui était salaire, on a quand même, grâce à la papyrologie, un cas au moins de contrat d'enseignement de la médecine. Bon, c'est un cas particulier parce que le texte est un brouillon, donc on n'a pas toutes les clauses qui régissaient le contrat, mais il est notamment question de durée d'apprentissage, 6 ans, ce qui est intéressant parce qu'on est plus ou moins entre un théssalonitral qui est prétendait enseigner la médecine en 6 mois et Galien qui l'a fait en 12 ans. Donc 6 ans pour un enfant, effectivement, un adolescent qui a besoin d'un tuteur pour pouvoir... qui a besoin d'un tuteur. Donc c'est aussi le tuteur qui se charge, qui est une des deux parties du contrat. Malheureusement, étant donné que c'est un brouillon, on n'a pas les sommes. Mais on a un exemple comme ça de ce genre de contrat. On a d'autres contrats pour d'autres disciplines, notamment la sténographie, et pour des disciplines plus relatives au textile, par exemple, ou un coiffeur, ou un maçon, ce genre de contrat. Et finalement, ce contrat a été allégué tardivement pour le serment hippocratique. Hein. Ça date de quand? De vous? Oui, c'est grâce en fait à une journée d'études que Marie-Hélène Margen et moi-même avons organisée en 2014 et à laquelle M. Joanna a participé, qu'on s'est intéressé à remettre dans son contexte originel documentaire le texte du serment d'Hippocrate. Et c'est en confrontant les points de vue qu'on a pu notamment faire améliorer, je pense notamment au lieu à Alexandrie qui sert à jurer, leur cotérion par exemple. C'est grâce à ces échanges entre disciplines différentes, papyrologie, épigraphie et philologie, qu'on est parvenu à mettre un peu de lumière sur ces origines documentaires. À la fois pour le contrat, oui, et pour le serment aussi, pour le serment puisque aussi. vous avez fait allusion avec Orcotérion. Oui. Donc, très bien aussi que la philologie puisse collaborer avec la papyrologie. Et ce ne sera pas la seule fois dans ce volume d'ailleurs. Et oui. Puisque l'édition est aussi la première à tenir compte des témoins papyrologiques du serment, c'est-à-dire pas uniquement ceux qui livrent le serment, mais ceux qui citent le serment explicitement. Et ils sont plus nombreux ceux qui citent que ceux qui livrent des passages, qui est très instructif. La papyrologie est également mise à l'honneur pour l'étude des formules utilisées dans les serments. Je pense notamment aux serments chrétiens en prose, où il y a les formules qui servaient à jurer et qui paraissent isolées
dans la littérature, mais quand on va voir les témoignages documentaires de la papyrologie, il y en a des dizaines, des centaines. Donc ce sont là deux autres... Et alors j'ajouterais que pour avoir une vision totale du grec, le TLG est très bien, sauf il n'y a pas d'apparat critique, mais enfin c'est quand même les textes qui sont donnés. Mais à côté de cela, il y a les papyrus. Hein. Et alors, on peut, même quand on n'est pas spécialiste de papyrologie, il y a possibilité de consulter les occurrences des mots. Alors, et j'ajouterai donc, en plus de cela, il y a l'épigraphie. Alors, je crois que dans cette édition, ce qui est le plus nouveau, c'est peut-être à la fois l'utilisation de la papyrologie et de l'épigraphie. Parce que en épigraphie, il y a énormément de serments, et certains serments sont vraiment connus en entier. Alors, quand on compare cela avec le serment que nous avons ici, eh bien, on voit d'une part que le serment hippocratique n'est pas quelque chose d'extraordinaire, parce que constamment il y avait des serments, et puis alors on sait aussi qu'il y avait des contrats sans serment, des contrats avec serment, et ça c'est par Diodore qu'on le sait. Là. Tout cela éclaire quand même les choses, me semble-t-il, et en tous les cas, en ce qui concerne l'édition du serment, le commentaire du serment, il est absolument impossible de le faire et sans comparer avec l'épigraphie, avec la papyrologie bien sûr, mais avec l'épigraphie aussi, parce que dans la papyrologie, au fond, il y a beaucoup de choses qui sont répétitives aussi. Moins dans l'épigraphie, me semble-t-il, mais en tous les cas, on ne peut plus maintenant, je crois, faire d'édition sans tenir compte de la papyrologie et de l'épigraphie. Difficilement ajouter quelque chose. Non, et surtout les ouvertures que cette interaction entre les disciplines donne sur la datation du serment. Oui. Parce que alors qu'on avait d'une façon assez myope pris en considération le serment dans le cadre exclusivement du corpus hippocratique, donc on y avait retrouvé des termes qui étaient des apax hippocratiques, des termes qui ne revenaient que dans des traités plus tardifs. Là, vous avez montré de toute façon qu'il est bien contextualisé dans la réalité du document des 5e, 4e siècles, avec l'appui des formules, l'appui des témoignages ethnographiques. Parce que là aussi, il y a un problème. Quelle est la date du serment? Quelle est la date du serment? Alors, actuellement, on avait tendance à en faire plutôt un 4e siècle, enfin, et même, et même époque hellénistique. C'est la théorie encore latente actuellement. Hein. Alors, on peut avoir une utilisation de l'épigraphie et de la papyrologie en disant oh oui, mais ça c'est plus récent. C'est plus récent. Bah, les inscriptions anciennes contemporaines, on les a plus, celles-là. Mais non, mais ce qui aussi doit
doit ne pas être oublié, c'est que c'est une tradition. Il faut remonter jusqu'à Homère. Il faut remonter jusqu'à Homère, où là, on voit vraiment comment les choses se faisaient pour... quand il y avait Homère, il y a Troie, un pacte entre les Troyens et les Achéens. Ils veulent dès le début en terminer, ils font un pacte. Un pacte, eh bien, comment ça se passe? Il faut regarder comment se passe le pacte. Il y a des libations, il y a un sacrifice, et il y a déjà à ce moment-là l'expression orkia temnein, qui signifie temnein, couper les orchias, les bêtes, mais orchia, c'est orcos, le sacrifice que l'on fait lors du serment. Donc il y avait, dès ce moment-là, quand il y avait un pacte, un traité de paix, si vous voulez, eh bien, il y avait le serment, et puis nécessairement accompagné de libation et de sacrifice. Alors la question est de savoir comment se passait ce serment-là. Est-ce qu'il y avait des libations, sacrifices? On n'en sait rien. Mais ça n'est pas impossible. Ça n'est pas impossible non plus, parce que on a une vision des médecins hippocratiques rationnels, c'est la rationalité. Mais ils étaient dans un monde où il y avait partout les dieux, partout les temples, partout les serments. Et est-ce qu'on peut imaginer un serment sans libation et sans sacrifice? Pas sûr du tout. Là, je vais beaucoup plus loin, j'en ai pas parlé là, dans mon édition. Mais je me demande, parce que vous avez eu raison de dire, dans le serment, il y a le côté médical. Dans le serment, il y a le côté juridique. Mais dans le serment, il y a aussi le côté religieux. Et avec les formules du début et de la fin, qui sont tout à fait des formules rituelles quand il y a un serment. Alors, est-ce que nous pouvons imaginer que cela se passait sans qu'il y ait libation et sacrifice? Peut-être pas sacrifice, mais en tous les cas, libation. Et quand on regarde justement par la papyrologie ce qui peut se passer dans les serments, quand il y avait le Orchotérion, dans ce lieu où avaient lieu les serments, nécessairement, il y avait serment, mais nécessairement, il y avait libation, et il y avait même aussi sacrifice. Alors, voilà, une question qui se pose, mais je crois qu'on ne peut pas imaginer, moi, j'en suis là, on ne peut pas imaginer un serment s'il n'y a pas en même temps libation et sacrifice. Et alors, il y a l'ouvrage de Fustel de Coulanges, La Cité antique. On a eu, pas à notre académie, mais à l'Académie des sciences morales et politiques, il y a eu une relecture. On a eu plusieurs communications, relecture de la Cité antique. Et il remarquait, il y a des pages excellentes, il remarquait, mais faire un traité de paix se disait de deux façons, spendestai, c'est-à-dire faire des libations, et orchia temnein, et découper des bêtes du sacrifice. Et ça, c'était quelque chose qui était ordinaire. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que le serment hippocratique est un serment ordinaire? Est-ce qu'il se passait comme ça, ou bien...
ou bien y avait-il des libations, des sacrifices, on ne sait pas. C'est un point d'interrogation, mais on ne peut pas en tous les cas l'ignorer. Voilà, en tous les cas, pour cette, je crois qu'on va terminer là avec cette première partie qui consistait à essayer de retrouver comment pouvait se faire le serment, quelle était la signification du serment, et on peut passer maintenant peut-être à l'anecdotique. Oui, bien sûr. Déjà, la tradition du texte, c'était justement Antonio rapportait tout à l'heure la question première qu'on s'était posée au départ. Qu'est-ce qu'on va retrouver de neuf dans cette édition quand on nous a donné la version pour la révision? Et ben, je peux vous dire que tout était neuf. Parce que déjà l'approche finalement qui est très motivée par Monsieur Joanna par le fait de se poser la question de la Vulgate. La Vulgate, c'est essentiellement le texte, quel était le texte duquel on partait, même pour les différentes éditions. Et effectivement, le texte duquel on partait, le texte de départ, c'était l'Aldine. Donc, il a décidé finalement de bouleverser un petit peu ce qui est la technique, disons, anecdotique et la construction d'une édition à partir de l'Aldine. Donc, vous trouverez les collations de tous les manuscrits à partir du texte de l'Aldine. Donc, c'est l'édition première de 1526, sous les presses des Halles à Venise, et qui est reproduite dans l'édition dans une forme, un triangle inversé, et donc les collations de tous les manuscrits, parce qu'il était essentiel finalement de pouvoir présenter une fois pour toutes la collation de tous les manuscrits. J'étais ancillaire dans ce cas-là finalement, parce que je suis partie un peu à la pêche aux manuscrits, en contactant les différentes bibliothèques, et finalement c'était un peu un va-et-vient de commandes et réceptions sans cesse pendant des mois. Donc, est-ce que vous avez réussi à collationner tous les manuscrits? Ah ben quelle question. Je n'en sais rien. En fait, oui mais non. Oui mais non. Parce allez-y. Oui, pourquoi mais non alors. On a retrouvé finalement, vous avez retrouvé finalement la trace de 38 manuscrits connus du serment. Oui, enfin 38, il y en a 2 de plus, mais que j'ai laissé tomber parce qu'ils sont du 7e. Non, mais disons jusqu'au XVIe siècle, oui. On a tout récupéré, disons, on a pu tout avoir, sauf un manuscrit de la Bodleian d'Oxford, Ah oui, alors. qu'on a attendu pendant 4 mois, et au mois de juin, finalement, j'ai enfin reçu, après avoir relancé plusieurs fois, j'ai enfin reçu un mail désolé et désolant de la bibliothèque qui me disait qu'ils ont perdu le manuscrit et que donc ils étaient navrés, mais pour le moment on ne pouvait pas nous transmettre les reproductions. Alors j'ai relancé en leur demandant des simples scans à partir d'un microfilm, et ils ont dit on est doublement navrés parce qu'il n'y a pas de microfilm de ce manuscrit. Alors, Caroline, vous avez pour les aphorismes une collation, non, mais une collation qui est faite. Oui, Une collation qui est faite. Sur place, Oui. vous n'avez pas encore perdu, c'est pas moi qui l'ai perdu. Et ben alors, ça veut dire qu'il faut publier dans les aphorismes, dans la collection des Et donc c'est le seul manuscrit pour lequel vous trouverez une référence aux collations de Jones dans le Doctor's Oath, dans la plaquette publiée en 1924. Jones 2. Jones 2, dénommé Jones 2.
Mais est-ce que c'est l'exhaustivité n'est pas la seule nouveauté? Parce que là tout à l'heure je mentionnais un travail de M. Joanna dont la publication date de 96. C'était un colloque d'ecdotique dans les séries d'ecdotique organisées dans le temps par mon maître Antonio Garcia et Jacques qui en est le fondateur. Oui. Et donc il nous avait présenté une communication sur la découverte d'un nouveau témoin sur le serment, un nouveau témoin du serment et de la loi. Et donc ça avait fait un certain fracas parce que découvrir un nouveau témoin important dans la collection hippocratique n'est pas la moindre chose. Et il s'agissait d'un manuscrit de l'Ambrosiana, l'Ambrosianus G134, que vous nommez Amb A, parce que depuis vous avez pu identifier deux parties. La partie qui nous intéresse ce soir, ce sont les 3 premiers folios qui datent du XIVe siècle. Et ce manuscrit, il était déjà connu de Jones II, mais il en avait reporté les collations, mais il ne l'avait pas utilisé. En réalité, il a fait des collations. Il l'a pas utilisé parce qu'il l'a eu plus tard. Il l'a eu trop tard. Il dit bien que, c'est un manuscrit qu'il a eu trop tard. J'espère que j'en aurai pas un trop tard, mais ça a été presque le cas. Et donc, il a fait une édition critique sans pouvoir insérer l'Ambrosianus. De toute façon, il n'avait pas mesuré l'importance de ce témoin parce que plusieurs fois, il dit c'est une branche différente par rapport à la branche principale qui normalement pour les écrits hippocratiques, pour les non-philologues, je le rappelle, est constituée des 2 manuscrits M, le Martianus 269 du Xe siècle, qui est le témoin de la collection martienne, et le V, le Vaticanus 276, qui est le témoin de la collection Vaticana. Ici, pour ce traité, déjà, vous aviez remarqué, vous aviez présenté une édition critique sans traduction et sans commentaire, en 96, justement, à partir de cette découverte de l'importance de l'Ambrosianus. Et c'est l'édition qui est citée maintenant par les philologues. Oui, par les philologues. Avertis. Oui, les philologues avertis. Et là, le hasard a bien fait les choses parce que vous aviez déjà les premières épreuves, je crois, de cette édition, et on a reçu le dernier manuscrit de Vienne, de l'Académie, un Vin de Bonensis, et moi, juste, je vous en avais envoyé la reproduction, et juste pour une petite blague, je vous avais dit, je vous envoie un cadeau. Oui. Et c'était le dernier. Et vous m'aviez répondu une demi-heure après, c'était déjà début juillet, hein, donc la chaleur était accablante, mais bon, on était au travail. Et donc, et vous m'aviez répondu une demi-heure après en me disant c'est la découverte de cette édition. Pourquoi ça? Eh bien, c'est vrai que tout était rédigé. Et puis j'avais ce manuscrit à collationner. J'ai collationné ce manuscrit et il n'a pas fallu longtemps. Parce qu'il faut dire aussi que c'est dans ce Vin de Bonensis, il n'y a que le serment. Parce que dans la plupart des requêtes dérivant de M ou de V, vous avez une collection de traités hippocratiques. Mais vous avez aussi des manuscrits qui ne donnent qu'un ou deux traités, souvent le pronostic et les aphorismes, ou bien
le serment. Et c'est un manuscrit où le serment était seul. Alors, quand j'ai fait la collation pour le serment, j'ai immédiatement vu que c'était un manuscrit de la même famille que l'Ambrosianus. C'est déjà pas mal. Alors, imaginez que vous avez un stemma avec deux branches. Une branche M et V, l'autoroute que l'on connaît depuis fort longtemps, puisqu'un des manuscrits Requentior descendant de M, le manuscrit G, a servi de modèle à l'Aldine. Donc, pour simplifier les choses, on peut dire que tous les sermons qui ont été édités au départ, et qui a donné la Vulgate, c'est de la famille de M. Et pour la famille de V, qui a été connue un peu après, elle est moins importante parce qu'il y a une lacune importante dans le manuscrit V. Bon, mais quand même, le manuscrit V est important. Donc vous avez ces deux grandes autoroutes, ces deux grands manuscrits qui remontent à un modèle commun et qui forment une branche. Quand est arrivé l'Ambrosianus, eh bien ça a fait une nouvelle branche. Une nouvelle branche où il était isolé. Alors, quand il avait des leçons différentes de M et de V, est-ce que ces leçons étaient des innovations sans importance, ou bien est-ce que ça remontait à un modèle plus ancien? Alors, quand est arrivé le Vindobonensis, ça a permis de faire que les deux branches ont deux manuscrits. Et ça, c'est extrêmement important, parce que quand vous avez, il faudrait un tableau, puis faire ça au tableau, mais quand les deux manuscrits d'un côté et les deux manuscrits de l'autre sont en accord, vous avez ce que l'on appelle un stemma bifide. Alors ça veut dire que soit d'un côté, soit de l'autre peut se trouver la bonne leçon. Si vous avez en revanche une leçon donnée par les deux manuscrits d'une branche, et que dans l'autre branche il y a un désaccord entre les manuscrits, si l'un des manuscrits est en accord avec les deux autres, c'est la leçon la plus ancienne de l'archétype. Voilà. Et donc on peut raisonner, quand on a donc deux manuscrits dans chacune des deux branches, on peut raisonner de façon plus saine que quand on avait que l'innovation d'Ambrosianus était bonne ou pas. Alors, d'autant plus que l'Ambrosianus avait des innovations de taille. Oui, dans tous les sens. Oui. Et le Vindobonensis a permis de confirmer certaines leçons de l'Ambrosianus, absolument, et d'autres pas. Voilà. Donc, et maintenant, l'édition du Serment est faite avec 4 manuscrits, alors que celle de Heiberg, au début du siècle, était uniquement 2 manuscrits. Je simplifie parce qu'il avait pris ces 2 manuscrits, puis il avait pris une copie des manuscrits, c'est pas important. Donc, on est passé de 2 manuscrits à 4. Ben, des manuscrits fondamentaux, bien entendu, parce qu'il y a les autres qui en dérivent. Donc, 4 manuscrits fondamentaux au lieu de 2, c'est quand même un progrès, semble-t-il, dans l'édition. Voilà. D'autant plus que le Vindobonensis, parfois, sur certaines leçons très importantes, dont par exemple la taille dans les cas de lithiase, qui est oui. qui est un cas qui est omis, disons, dans l'Ambrosianus, il concorde avec M et V, donc il est en accord avec M et V, donc du coup on a vraiment une Oui, parce que alors, saine. on peut dire qu'effectivement il y a sans entrer dans trop de détails, mais il y a une interdiction qui est, ça vous intéresse tout particulièrement,
l'interdiction, c'est l'interdiction de la taille. Bon, alors, interdiction de la taille, je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Mais enfin, il y a interdiction, à moins, enfin, il ne fera pas l'opération de la taille, Oui. mais il ne prendra pas la place des gens experts pour la Oui. faire. Donc Oui. c'est pas vraiment une interdiction. Hein. C'est assez, enfin, Oui, non, mais Pour le médecin, oui. c'est une interdiction, mais c'est quand même une interdiction pour le médecin, mais est-ce que c'est une interdiction, est-ce que c'est un rappel je sais qu'il pas. doit être compétent pour faire quelque chose et qu'il ne doit pas Ah oui. qui ne doit pas aller au-delà de ses compétences, parce qu'il y aurait écrit dans le serment, je n'assiserai pas non plus les malades atteints de lithiase, point. Mais il y a écrit, mais je laisserai cela aux hommes spécialistes de cette intervention. Oui. Donc c'est une interdiction moyenne. Oui, mais d'accord, mais le problème est que je n'inciserai pas non plus les malades atteints de lithiase, ça s'adresse aux disciples. Donc ça veut dire que le médecin, Alors ça voudrait dire que le temps de l'enseignement va être celui d'apprendre la technique. je crois pas. Non, je n'inciserai pas non plus les malades atteints de lithiase, mais je laisserai cela aux hommes spécialistes de cette C'est qui intervention. ces hommes spécialistes de l'intervention? Est-ce que c'est pas un appel? Parce que effectivement, l'opération de la lithiase, c'est un malade qui avait des cailloux dans la vessie, c'est atroce. C'est atroce. Donc les patients étaient en demande. De toute façon, cette question de l'opération de la taille, elle s'est poursuivie pendant très très longtemps, hein, pendant très longtemps. Donc un patient qui avait ces douleurs-là réclamait une intervention de toute façon. Oui. Mais cette intervention, à une époque où il y avait ni asepsie, antisepsie, antibiotique, elle se soldait de toute façon par la mort. Il y avait on soulageait, mais la mort. Bon. Donc, si vous voulez, on peut bien comprendre cette interdiction, mais il y avait d'autres interventions qui pouvaient être interdites parce que un malade pouvait souffrir de beaucoup d'autres choses et appeler un chirurgien pour d'autres actes qui étaient aussi périlleux. Donc, est-ce que c'est vraiment une interdiction, mais pourquoi celle-ci particulièrement? C'est ça que je ne comprends pas. Et surtout, Mais oui, mais alors, l'Ambrosianus, qu'est-ce qu'il dit l'Ambrosianus? eh bien l'Ambrosianus faisait que c'était pas... C'est pas clair. Non, c'était clair pour John, c'était clair. C'était clair parce que qu'est-ce que ça dit alors l'Ambrosianus là, c'est le page 4, ligne 6. Vous avez traduit des hommes spécialistes de cette intervention. Oui. Oui. Donc c'est d'autres médecins. C'est ça, enfin, c'est la question que je vous pose. Je sais Ah pas. oui, non, mais la Téméodé, non, alors, c'est ça. Utémois, Utémosier et Corisso. Donc il n'y avait plus dans Utémoici, des Ut, Aloïsi et Corisso. Il n'y était plus du tout question de lithiase. Et alors, Jean était tout content parce que la difficulté disparaissait. Mais malheureusement, le vin de Bonensis donne la même chose que MV, c'est-à-dire on retrouve la difficulté de je n'insisterai pas non plus les malades atteints de lithiase. Donc, et il y a un papyrus. Il y a un papyrus qui confirme aussi la mention de la lithiase. C'est vraiment la partie du serment Qui appelle d'autres, qui appelle la découverte d'autres. Ah non, je ne crois pas. On peut imaginer ça, mais malheureusement non. Et là, l'Ambrosianus, moi, avant de connaître le vin de Bonensis, j'avais critiqué
cette leçon de l'Ambrosianus qui me paraît, c'est pas possible, c'était une lectio facilia. Enfin voilà, donc tout cela pour dire qu'au dernier moment, un dernier manuscrit est arrivé, et alors c'est une chance incroyable pour deux raisons. La première raison, c'est, on vient d'en parler. Mais la deuxième raison, c'est que dans ce manuscrit, il y avait non seulement le serment païen, mais il y avait aussi le serment chrétien en vers. Donc on peut très rapidement parler du serment chrétien en vers. Oui, déjà, c'est une autre nouveauté, disons, de cette édition, c'est-à-dire les deux serments chrétiens dont on a trace dans les manuscrits, le serment chrétien en prose et le serment chrétien en vers, sont des textes à part entière dans cette édition, alors que normalement ils étaient relégués dans des appendices ou dans des notes dans les éditions précédentes. Et il y a toute une réécriture donc, du texte du serment, parfois assez proche, parfois tout à fait lointaine par rapport au serment hippocratique, dont on a trouvé trace aussi, par exemple, dans une autre direction d'études sur des épigrammes, en particulier un manuscrit de la Laurentiana qui ajoute des épigrammes chrétiens, de contenu chrétien, au texte d'auteurs païens. Et c'est le cas aussi pour Hippocrate, par exemple, parce qu'il y a le serment en vers, et puis il y a ce qu'on peut dénommer une épitaphe ou bien une épigramme littéraire sur Hippocrate, comme après c'est le cas pour Isocrate, pour Phocylide, dans une tradition déjà plus connue. Et c'est le besoin peut-être de donner un texte chrétien à une réalité différente qui est par rapport à celle d'Hippocrate, et le besoin finalement pour les médecins de se donner un texte qui aille complètement dans la même direction de la tradition. Et, mais alors, je termine avec ce que je voulais dire, c'est qu'on a un serment chrétien en vers. Ce serment chrétien en vers fait 11 vers. Et il y a le vers 7 qui est donné par un seul manuscrit que nous connaissions, et les autres manuscrits ne le donnent pas. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais manifestement, ce vers donné par l'unique manuscrit est authentique. Eh bien, le Vin de Bonensis, et cet unique manuscrit, c'est un manuscrit du Vatican, Colonna 12, et il a fallu que j'identifie ce Colonna 12 parce qu'on ne savait pas quel était le manuscrit. C'est un manuscrit qui existe et que j'ai retrouvé. Donc un manuscrit donnant un vers authentique et les autres ne le donnant pas, ça veut dire que c'est un manuscrit conservateur. Bon. Eh bien, le Vin de Bonensis, après le serment païen donne ce serment chrétien en vers, et quelle ne fut pas ma surprise, c'est de voir qu'il avait lui aussi ce vers que l'on ne connaissait que par le manuscrit unique du Vatican. Donc il y en a deux maintenant. D'où quand même ce qui est extraordinaire, c'est que ce manuscrit est un manuscrit étonnant, puisqu'il va pour le serment chrétien du côté de l'Ambrosianus, et pour le serment païen du côté de l'Ambrosianus, et pour le serment chrétien du côté du manuscrit du Vatican, qui est le plus conservateur. Voilà. Donc on a quand même là un témoignage tout à fait exceptionnel. Bon.
on peut... Peut-être dire un mot. Oui. Donc il y a aussi une version chrétienne en prose, dont c'est ici la première édition dans une grande collection Oui. d'Hippocrate. Oui. Oui. Alors, on en vient au médecin qui va nous dire comment il a prononcé ce serment d'Hippocrate. Alors c'est très bien dans l'édition du serment antique d'avoir mis le serment moderne, parce qu'effectivement, s'il y a une référence pour les médecins, c'est bien le serment d'Hippocrate. Lorsqu'on passe sa thèse, lorsqu'on fait la soutenance de thèse, à la fin, on traite le serment. Alors en fait, c'est pas le serment d'Hippocrate, ça s'appelle le serment médical, mais tout le monde dit que c'est le serment d'Hippocrate. Voilà. Donc c'est resté le serment d'Hippocrate. Donc on le passe. Et lorsqu'on veut exercer, il faut absolument qu'on s'inscrive au Conseil de l'ordre des médecins. Et quand on va au Conseil de l'ordre des médecins, on signe un document comme quoi on va respecter un code de déontologie qui fait 113 articles, qui étudie les rapports des médecins avec les patients, avec leurs confrères, avec un certain nombre d'éléments déontologiques. Mais à la fin du code de déontologie, il y a le serment d'Hippocrate. Donc vraiment, on est tenu par le serment d'Hippocrate lorsqu'on passe sa thèse et ensuite quand on va s'inscrire pour s'exercer. Alors ce serment d'Hippocrate, il est absolument partout dans le monde. Il y a des quantités de... Alors je ne sais pas si c'est général dans tous les pays, mais enfin il y a énormément de pays où les médecins, les futurs médecins prêtent serment. Il y a plusieurs types de serments. Ça c'est le serment du Conseil de l'ordre français, mais il y a plusieurs variétés, et il y a des variétés simplifiées, il y a des variétés pour les pharmaciens, enfin il y a beaucoup de choses. Quand j'ai passé ma thèse rue de l'école de médecine, la salle des thèses n'était pas disponible. Et donc on nous a relégués dans une salle de TD pour passer la thèse, et là les appariteurs sont allés dans la grande salle, décrocher le tableau d'Hippocrate, et ils ont posé le tableau d'Hippocrate sur une chaise comme ça, et on a prêté serment. Donc il fallait que absolument il y ait la présence d'Hippocrate. Alors ce qui est intéressant, et donc moi je me suis très reconnaissant d'avoir mis le serment moderne, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de textes, à part les textes religieux, sur des centaines d'années, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup... Alors, en même temps, vous dites qu'il y a peut-être une dimension religieuse, mais enfin, pour ça, c'est autre chose. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de textes comme ça qui ont une fortune chrétienne sur 25 siècles. Je pense que c'est probablement le seul, ou un des seuls, en tout cas, au moins dans la tradition occidentale. Alors, ce qui est intéressant dans le serment moderne, c'est que finalement, quand on le lit et quand on le relit, si vous voulez, éclairé par ce que vous avez écrit, au fond, on retrouve un peu la prosodie, la forme, etc. Mais il a quand même beaucoup varié. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dans la continuité de ce qui était dans le serment antique, et il y a aussi des choses, il y a certaines distorsions, et puis il y a des choses qui sont apparues. Et effectivement, l'éthique médicale, s'est créée effectivement avec le corpus hippocratique, et de tout temps en médecine, il y a eu des questions éthiques, mais fondamentalement, après la concrétisation de l'éthique médicale dans un corps de doctrine s'est fait surtout dans la période moderne, et c'est vrai que le serment, quelque part, cristallise tous les grands débats éthiques. C'est-à-dire que dans le code de déontologie, on va dans le détail, mais le serment me paraît comme une espèce de trou noir où toutes les grandes éthiques viennent s'agréger. Et c'est assez amusant parce qu'il y a ce côté un peu de mélopée antique quand on récite ça, mais en même temps, il y a quelque chose de très moderne, c'est un témoin, comme s'il y avait une empreinte par rapport aux questions éthiques qui est très très forte. Alors, juste en comparaison, là je le reprends, donc dans le serment antique, vous avez donc insisté sur cette notion de contrat, etc. Dans le serment moderne, elle n'apparaît pas, et on commence tout de suite à poser la question de à quoi consiste la fonction du médecin. Dans le serment antique, l'élève dit je vais faire ce qui est utile pour le malade. Bon. Dans le serment moderne, les choses ont déjà beaucoup évolué. Mon premier souci, c'est de rétablir, de préserver, de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques, mentaux, individuels et sociaux. Et là, on est passé
en 25 siècles, de quelque chose qui est la maladie à quelque chose qui est la santé. Ça, cette phrase, en fait, c'est la définition de la santé de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire qu'au fond, il y a l'individu malade qui a effectivement un certain nombre de troubles, mais au-delà de ça, ce qui compte, c'est la santé qui doit être préservée. C'est-à-dire préserver la santé avant que l'individu ne soit malade. Et cette notion de santé, c'est substitué à la notion de maladie. Alors ensuite, l'autre distorsion, l'autre évolution, c'est le malade. Dans le serment d'Hippocrate, et dans l'ensemble du corpus hippocratique, là je parle sur votre responsabilité, on parle du malade. Là, on ne parle plus du malade, on parle de la personne. Donc ça, c'est une notion qui est tout à fait fondamentale. Et le troisième alinéa de ce serment, c'est « Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie, leur volonté, sans aucune discrimination, selon leur état ou leur conviction. » Et donc là, on voit bien qu'il y a des notions extrêmement importantes qui sont apparues, la notion d'autonomie, la notion de discrimination et la notion de volonté. C'est-à-dire que tout d'un coup, là, dans le serment, dans le corpus hippocratique, le malade est encore quelqu'un de mineur. Hein. C'est quelqu'un qui subit la maladie et qui se confie au médecin. Là, dans le serment moderne, finalement, progressivement, le malade est devenu une personne dont on reconnaît l'autonomie et qu'on ne discrimine pas, ni sur le plan religieux, ni sur le plan ethnique, ni sur le plan des différences dans tous les domaines. Et ce qui est très important, il est écrit « J'interviendrai pour les protéger, ces personnes, si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées ». La notion de vulnérabilité, c'est devenu une notion extrêmement importante en médecine. En effet, tout le monde n'a pas le même rapport à la santé. Il y a des personnes qui sont plus fragiles que d'autres. On parle d'inégalité sociale de santé. Il y a énormément il y a énormément d'inégalités dans le monde et entre les pays occidentaux et les pays non-occidentaux et à l'intérieur même de nos pays. Tout le monde n'est pas égal face au dépistage des cancers, face aux politiques de prévention. Et cette notion de vulnérabilité, c'est une notion récente qui est de plus en plus prégnante. C'est-à-dire que ce qu'on demande aux médecins, c'est de repérer dans sa patientèle les gens. C'est pas uniquement de faire un diagnostic, de faire une ordonnance, mais c'est en même temps de se dire est-ce que la personne à qui je fais cette ordonnance va bien prendre, a bien compris ce que je vais faire, va bien prendre ses médicaments. Cette notion de vulnérabilité est essentielle. Et il y a un élément très très important qui apparaît ensuite, c'est même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. Alors là, donc, vous avez dit, hein, c'est le serment d'Hippocrate, c'est vraiment la mise en valeur de l'éthique médicale, mais avec là maintenant une notion très très forte, il y a toujours eu des débats éthiques, mais les lois de l'humanité. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous sommes donc là maintenant, cette rédaction date de 2012, les questions éthiques ont toujours eu lieu en médecine, mais il y a eu un événement qui est la Deuxième Guerre mondiale, et cet événement de la Deuxième Guerre mondiale a abouti au procès de Nuremberg, mais aussi à un second procès de Nuremberg, qui est le procès des médecins nazis. Et là, à ce moment-là, effectivement, on s'est aperçu que, c'est pas qu'on s'est aperçu, on le savait, mais là, au moins, on a compris que la médecine était aussi porteuse de potentielles dérives, et que, à ce moment-là, les juges du tribunal de Nuremberg pour les médecins nazis ont non seulement conduit le procès, mais ils ont éprouvé aussi la nécessité de fixer des règles pour l'expérimentation humaine. Et donc, cette notion de loi de l'humanité, elle vient de là. C'est-à-dire à partir de ce qu'on appelait le code de Nuremberg, à partir du code de Nuremberg, les notions d'éthique médicale ont été écrites, ont été codifiées. Et ça, c'est un élément important. Et le fait de le retrouver là est une notion tout à fait importante. Ce qui est intéressant, c'est que donc vous avez parlé du serment, vous avez moins parlé de la loi, mais dans la loi, finalement, ce qui inquiète, la loi, c'est finalement peut-être des règles, enfin là aussi je parle sous votre contrôle, mais au fond, ce qui inquiète quand on lit la loi, ce qui inquiète les médecins, c'est les charlatans. Et au fond, voilà, bon, dans la médecine moderne, l'exercice illégal de la médecine, ça existe toujours. Mais finalement, la grande préoccupation, c'est la dérive de la médecine, c'est le fait qu'elle puisse déraper et devenir inhumaine. Donc ces lois d'humanité sont très très importantes. Alors après, il y a une notion aussi qui est
très très importante et qui marque un tournant phénoménal, c'est « J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. » Et là, donc, c'est la notion de patient éclairé, c'est-à-dire que le paternalisme médical, on tourne cette page, et là maintenant, on considère que, alors pendant très très longtemps, mais jusqu'à la fin du XXe siècle, la question c'était qu'est-ce qu'on dit comme vérité au patient? C'est le médecin qui décide de savoir ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas. Et progressivement, vers la fin du XXe siècle, la question de la vérité au patient a commencé à disparaître au profit d'une autre notion qui était l'information partagée et éclairée. Donc, et alors en France, le symbole c'est la loi de 2004, qu'on appelle la loi Kouchner, qui oblige vraiment les médecins, dans la relation médecin-malade, à un dialogue pour une information partagée et éclairée. Si bien que finalement, lorsqu'on compare cette phrase avec le serment antique, on se dit, oh là là, quelle évolution, voilà un patient qui était complètement soumis, qui devient maintenant un acteur de ses soins. Mais en réalité, c'est pas vrai. Ceci même est tout récent dans le serment moderne. Il y a disons, dans les années 50-60, ce type de phrase n'existait pas. Donc en fait, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un texte qui agrippe en fait toutes les évolutions fondamentales de la médecine, quitte après avoir d'autres documents qui vont préciser les choses et les donner. Alors, dans le serment d'Hippocrate, dans le serment ancien, il y a ensuite des qualités morales. On parle de la piété du médecin et de la pureté. Et on retrouve ces traces dans le serment moderne. Je donnerai mes soins à l'indigent, et à quiconque le demandera. Ça veut dire que je prendrai soin des gens qui n'ont pas de moyens de se faire soigner, je les soignerai gratuitement. Et je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Donc je trouve qu'il y a piété et pureté, et là il y a soif du gain et recherche de la gloire. Il y a une espèce de balancement qui est assez intéressant et qui, 25 siècles après, contraint d'une certaine façon la forme du serment moderne. Ensuite, il y a le problème du secret médical, ça vous en avez donc bien parlé. Là, alors c'est vrai que le secret médical a pris une importance considérable dans la médecine moderne. C'était vraiment probablement la première grande règle éthique. Le secret médical est absolu. Il y a quelques exceptions, mais qui sont fixées par la loi. Par exemple, si un médecin a connaissance de violence à un enfant. Donc là, effectivement, il est tenu de faire un signalement. Mais le secret médical est absolu. Voilà, et c'est une notion que les médecins gardent. Et d'ailleurs, c'est finalement, comment un patient, on est malade, on se confie à un médecin. On se confie à un médecin, ça veut dire que le médecin va exercer une pression sur le malade. Il va lui dire déshabillez-vous, je vais vous faire tel examen, ceci, cela. Ça ne se fait pas de gaieté de cœur. Donc ça ne peut se faire que si on a une certaine idée de la conscience du médecin. C'est-à-dire que si on lui prête un certain nombre de qualités morales. Et la notion de secret est une notion fondamentale. Alors on dit qu'il y avait ce proverbe africain qui dit qu'au Mali, quand un vieillard meurt, une bibliothèque flambe. Quand un médecin meurt, il y a des milliers de secrets qui disparaissent avec lui. C'est une notion vraiment tout à fait fondamentale. Alors, ce qui reste aussi, cette phrase qui reste, qui vient de très très loin, c'est et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Alors, dans un contexte moderne, c'est pas très clair, corrompre les mœurs. Alors, dans le serment ancien, c'est j'aurai pas de relations sexuelles avec les esclaves et dans la maison. Corrompre les mœurs, c'est. Alors, est-ce que ça veut dire. Alors, il y a eu récemment tout un débat concernant si le médecin pouvait avoir des relations sexuelles avec ses patients. Donc il y a eu tout un débat là-dessus, et il y a des médecins qui ont dit il faut interdire aux médecins d'avoir des relations sexuelles avec les patients. Alors ça ne veut pas dire avoir des relations sexuelles au cours dans le cabinet médical, ça c'est tout à fait interdit, mais c'est le cas par exemple d'un médecin un homme ou une femme qui va dans un repas et qui rencontre un patient ou une patiente, et il y a un choc amoureux réciproque. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que parce que l'un a été le patient de l'autre, s'ils tombent amoureux l'un de l'autre,
Voilà, c'est très très compliqué. Quand il y a eu ce débat qui a été lancé, il y a des médecins qui ont dit mais non, mais moi je pense qu'il ne faut pas être aussi catégorique. Moi, ma femme, c'est une ancienne patiente que j'ai rencontrée chez un ami, etc., etc. Et donc ce qui est amusant, c'est que c'est pas clair là, ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs, mais en fait, je pense que c'est vraiment quelque chose qui vient d'assez loin. Alors, ensuite, il y a effectivement, on rentre dans le domaine des interdits, qui sont bien expliqués dans le serment ancien, le plaisir abortif, ne pas donner la mort et l'histoire de la taille. Je ferai tout pour soulager les souffrances, je ne prolongerai pas abusivement les agonies, je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Là, on est vraiment dans les... On a beaucoup reproché aux médecins de ne pas faire attention à la souffrance, à la douleur, et donc cette injonction, elle se trouve dans le serment d'Hippocrate. Ensuite, je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Quelle phrase pour dire je ne ferai pas d'acharnement thérapeutique. C'est là où le côté, je trouve, un peu prosodique du serment se retrouve dans des phrases comme ça, mais en fait c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire contre l'acharnement thérapeutique, je ne provoquerai jamais la mort délibérément, ça veut dire je ne procède pas à l'euthanasie. Voilà. Donc on reste quand même, là c'est la définition des soins palliatifs en quelque sorte, mais elle vient aussi s'agréger dans ce serment. Ensuite, il y a d'autres choses qui marquent l'évolution du métier de médecin, mais dans ce qui concerne sa moralité, c'est préserver son indépendance nécessaire à l'accomplissement des soins. Ça veut dire l'indépendance, c'est tout ce qui est de l'ordre des conflits d'intérêts, qui ne doivent pas faire en sorte que la position du médecin va être influencée par des influences. Essentiellement, le grand débat de nos jours, c'est l'influence de l'industrie pharmaceutique sur les prescriptions des médecins. Elle se retrouve là, dite de cette façon-là. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Alors là, c'est une notion. C'est vrai que le diplôme de médecin, c'est un diplôme qui permet à un médecin de faire beaucoup de choses. Mais en réalité, non. Il doit agir selon ses compétences. C'est pour ça que cette phrase sur la taille, la deuxième partie, je la trouve extrêmement intrigante, parce que on a l'impression que les gens qui ont rédigé progressivement les différentes versions du serment moderne, finalement, ont plutôt envisagé cette sera obligatoire. Alors, elle existe déjà, mais elle n'a pas ce caractère obligatoire. Par suite des progrès de la médecine. Voilà. Et alors, c'est là où tout ce grand aspect du serment contrat qui a disparu, là, il y a une phrase « J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leur famille dans l'adversité ». C'est vrai, mais finalement, puisqu'on a vu au début que le médecin doit protéger toutes les personnes vulnérables et lutter et intervenir quand elles sont affaiblies, les confrères se trouvent dans ce... Donc ça, je pense que c'est une phrase qui vient de... C'est une espèce de Dans ce serment moderne, il y a eu les progrès de la médecine, mais il y a eu aussi malheureusement des dérives. Voilà. Avez-vous quelque chose à rajouter? Non, simplement que encore beaucoup de
de surprises, de nouveautés surtout, se trouve dans l'édition. On n'a pas parlé par exemple de la tradition latine, de la tradition arabe. Disons, c'était un plaisir de réviser autant de nouveautés. Merci. Voilà. Très élevée, très très belle et très inspirée du serment hippocratique sans aucun doute. Et puis je ne sais plus trop ce que je voulais dire, mais elle est manifestement dans cette, ce que disait Viviane Newton, c'est-à-dire que, que vous dites aussi, que le serment hippocratique a toujours été c'est adapté aux religions, aux philosophies, aux milieux sociaux, aux médecines, etc. Il y a eu des versions, il y a une continuité avec beaucoup d'adaptations. Et la prière de Maïmonide, qui est d'une beauté extraordinaire. Non, c'est pas sûr. Concernant la date, vous êtes resté un peu en suspens sur la datation. Moi, la chose qui m'étonne, mais peut-être à tort, vous avez passé en revue les différents testimoniats. Le premier, c'est Scribonius Largus, le 1er siècle après. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres grands textes hippocratiques qui sont connus, disons, par des références, par la tradition indirecte aussi tardivement? Ben oui. Les grands, hein, je ne parle pas des... Oui, mais alors, sur la date, vous voulez dire du serment, c'est ça? Oui, oui. Oui, mais alors, la date du serment, on n'est pas resté vague. Pour ma part, en tous les cas, c'est quelque chose qui peut être écrit dans la deuxième moitié du 5e siècle. Et vous avez des termes
quand il y a un apax, et il y en a des apax dans la collection hippocratique, pour tous les traités, même les plus anciens, en réalité, nous n'avons qu'une très faible partie de la prose du 5e siècle. Et les orateurs, les philosophes, on n'a que des fragments. Comment voulez-vous en déduire que... Et il y a le critère d'Hérodote aussi. Alors, parce que... les analyses d'Heinrich von Staden, il n'a pas parlé de ces relations entre le vocabulaire du serment et le vocabulaire d'Hérodote. Et là, on trouve des correspondances que j'ai soulignées, je crois, dans l'édition et qui sont évidentes. Et puis, la grande argumentation, c'est si ça n'est pas dans l'école médicale, les Asclépiades de le serment, c'est pas quelque chose de stable. Alors on peut changer ici, on peut changer là. C'est pas du tout ce qui se passait dans des milieux aussi fermés. Parce que on n'a pas assez insisté sur les secrets. Il n'y en a pas un. Il y a le secret médical, certes, mais il y a l'autre, et qui était le plus important, c'est le secret de l'enseignement. C'est exactement comme dans une entreprise moderne. Dans une